Bon début de soirée, mon nom est Marie-André Leblond et je suis contente de vous accueillir pour une autre émission de Zone Culture. Notre premier arrêt ce soir est Mich 42. On se trouve à Lacolle. C'est une boulangerie. On va aller rencontrer la propriétaire Rodica. Et plusieurs invités déjà depuis le début de la saison m'ont parlé de cet endroit. J'ai vraiment très hâte de la rencontrer. C'est juste de l'autre côté, mais on va essayer de traverser de façon sécuritaire. Rodica, bonjour! Bonjour! Merci de nous recevoir chez vous. Merci de m'avoir contacté. Ça sent bon chez vous. Ça vient avec. On est une boulangerie, donc ça sent bon. Est-ce qu'on peut aller voir où la magie opère? Oui, absolument, avec un grand plaisir. Oui. Ça va prendre un tablier. On y va. Oui. Alors, Rodica, merci de nous recevoir chez vous. Bien plaisant. Ça sent bon chez bien vous. Bien contente. Mais oui, ça vient avec. Ça vient avec. Ça ressemble à quoi? Vos horaires, puis comment vous fonctionnez? Bon, étant donné que je suis seule pendant la semaine, j'ouvre à 3 heures après-midi jusqu'à 7 heures soir. Pourquoi? Parce qu'il faut faire le pain avant de le vendre. Ben oui. Sinon, il y avait l'option que je fasse le pain la nuit et je le vends la journée, mais dans ce cas, il faut que je dors au moins des fois. Des fois. C'est important parce que sinon, les recettes vont peut-être être un peu moins bien exécutées. Travailler dans une boulangerie, c'est compliqué. C'est du travail lourd. C'est traîner des poches de farine de 20 kilos. Donc, il faut aimer ça. Juste comme job, comme gagne-pain, non, ça marche pas. Il faut aimer. Il faut que ce soit une passion. Exactement, absolument. Ça vous l'avez même développé. Je l'ai découvert en ouvrant la boulangerie, honnêtement. Ben, vous l'avez trouvé. Puis Oui. vous en avez fait une superbe boulangerie où les gens viennent d'un peu partout, des États-Unis. Et bien sûr, on est à Lacolle, donc on n'est pas loin des lignes, mais des gens viennent de Montréal aussi. Oui. Ils viennent de partout. Je suis très, très reconnaissante parce que, écoutez, je fais rien. En fait, je fais rien de spécial. Je fais du pain. Fait à la main. C'est un bon pain. Mais c'est du pain ou de la pâtisserie. Rien de tellement spécial pour faire les gens venir de Montréal se chercher le pain pour la semaine. Ça me dépasse des fois un peu parce que je suis pas certain que moi, je ferais la même chose. Aller me chercher du bon pain, oui. Mais à chaque semaine, aller à la colle me chercher du pain, bon, mon pain doit être bon. mieux que je pensais. Justement, c'est un peu ça qui a fait en sorte que vous avez ouvert la boulangerie il y a 3 ans. C'était pas ça le plan de match du tout, là. Vous aviez une petite fermette, vous veniez de déménager, puis ouvrir une boulangerie, c'est pas dans les plans, c'est arrivé Non, pas du tout. comme une joke. Exact. On venait de déménager. On s'est dit, le lendemain de déménagement, il n'y a rien à manger dans la maison. Donc, on s'est dit, OK, on va aller se chercher pour se faire des sandwichs. On a trouvé de la charcuterie, on a trouvé du fromage, mais pas du pain. C'est comme essentiel pour faire une sandwich. Hein? Exactement. Nous, on faisait nos pains pour le service traiteur, mais on venait de déménager, donc on n'avait rien préparé. On n'était pas prêts à faire nos pains. Et là, à la colle, il n'y avait pas de boulangerie. Donc, mon conjoint a fait une blague et dit « Oh, peut-être qu'on ouvre une boulangerie. » On a ri. Parce qu'on avait nos services traiteurs et on ne pensait pas du tout faire du pain à base régulière. Non, parce que vous en faisiez un petit peu, une dizaine de pains, les gens venaient chercher. Exactement. Voilà. On était contents avec ça. Ouais. Et un an plus tard, on était en train de ramasser l'argent pour le four, par exemple. C'est incroyable. Oui. Et ça a grandi rapidement. Oui. C'est une aventure dans laquelle vous êtes à pieds joints, à main jointe dans la pâte avec votre conjoint. Oui. Puis lui, il a vraiment une spécialité, hein? Oui. Lui, en fait, vu qu'il peut pas, il travaille ailleurs, donc il peut pas être toujours à la boulangerie,
Sa partie est plutôt la partie théorie. Il fait la comptabilité, bien sûr. Il fait toutes les recherches, les idées des nouvelles recettes, des nouvelles combinaisons, des goûts. Et aussi, il est le spécialiste en baguette et focaccia. C'est un art à part, hein? Oui, oui. C'est complexe. C'est très différent du pain. Faire des baguettes, c'est un autre travail. C'est très différent. Là, je vous vois aller. Là. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer, ça? C'est quelle sorte de pain? Ça, je prépare le pain campagne, qui est un mélange de 3 farines, farine blanche, intégrale et seigle, pour demain. OK. Parce que la spécialité de ma boulangerie, de mes pains, c'est que la plupart, c'est, on dirait, de la fermentation prolongée. Je les prépare maintenant, je les mets au frigo et je les cuis demain matin. Donc, comme ça, ils vont passer la nuit au frigo à fermenter et à lever tranquillement. Plutôt qu'une levure express où ça Oui. prend quelques heures seulement. Oui, bien, c'est du pain au levain aussi, donc Oui. on s'entend que ça prend en général plus de temps que de la levure. Cette technique-là que vous faites, moi, j'ai vu ma famille là, faire du pain toute ma jeunesse. Oui. Ça sentait bon le pain chez nous, les voisins venaient, c'est un peu ça. C'est rassembleur, Oui. hein, cette odeur-là. Très. Oui. Là, je regarde votre façon de faire. Je connais pas cette façon de pétrir la pâte ou de former la boule. Pouvez-vous me montrer? Je suis curieuse. Oui, absolument. Tu peux me prendre Oui. Est-ce que j'ai Oui, assez de c'est farine bon. sur Oui, le oui, plan de oui. travail? Oui. Peut-être en rajouter une petite affaire. Je voudrais pas que ça colle. Pas beaucoup. Voilà. OK. Alors, on prend, on l'aplatit un peu. Après ça, on la plie de même. De tous OK. les coins. Voilà. OK, on Voilà. retourne comme ça. Oui, Fait comme un petit baluchon. exactement. De l'autre côté. Après, ça, c'est important. Non, c'est Ah, pas tout de c'est pas suite. juste qu'on... Non, c'est pas juste qu'on le tourne. Il faut presser un peu, exécuter de la pression. Et ce qui est important, c'est que avec cette main, on pousse. Avec cette main, on essaie de Rentrer rentrer vers un peu- l'intérieur. Oui. Donc, pousse plus. Pouce plus. Comme Pousse plus. Et oui. Non, non, Oh, c'est bon, c'est pas pire, pas c'est pire. bon. Allez-y, allez-y, c'est pas si pire. Oui, 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 exactement. C'est ça. Yeah! Voilà. Voilà, vous êtes bon. Alors, la personne qui va choisir ce pain-là demain va être vraiment chanceuse. Vous raconterez l'histoire de cette miche de pain. On va lui faire un petit signe, juste pour savoir laquelle, puis demain, je vous envoie les photos. Surtout si elle est potable, si elle est mangeable. Ben, il est mangeable. Ça, je suis certaine. C'est pas Après si, ça, c'est pas il si faut- mal. Oui, après ça, on la farine bien. Je la mets dedans? Oui, Ah oui. mettez-la dedans. Ça, c'est le pain qu'on prépare pour le lendemain. Il faut qu'il soit bien fariné, sinon il va coller. Donc, voilà. Bonne main d'applaudissement. Et on continue si vous voulez. Ah ben oui. La même chose. Alors, voilà. On étire. Combien vous en faites par jour à peu près? Ça dépend de jour, mais je dirais 80-120. C'est immense. À peu près comme ça. Ben, c'est parce que c'est les pains que je vais vendre aujourd'hui. Oui. Donc, les pains qui sont déjà cuits. Et aussi les pains pour demain. Honnêtement, 80 pains par jour, faire à la main, c'est pas si difficile que ça. Ah oui, mais je revois ma famille en faire une dizaine, puis c'était quand même Oui. toute une préparation. Fait que pour vos recettes, comment c'était de devoir standardiser tout ça? Parce que faire 10 pains et en faire 80, c'est une autre paire de manches. Oui, ça, c'est certain. Mais aussi, il a fallu qu'on se plie selon la demande. Parce que quand je faisais mon pain chez nous, je faisais plutôt des pains plus... Mais, Un peu différents, des Exactement. amalgames de saveurs qu'on ne retrouve pas Exactement. tout le temps. Qu'est-ce Ah. que vous aimiez vraiment faire? c'est mon pain dragon, par exemple. C'est un pain où il y a des noix, noisettes, figues, dattes, abricots, pruneaux, graines d'anis et miel. Et canneberge. Voilà. Wow! Qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans? Non! un peu tout. Un peu de tout, oui, c'est Wow. vrai. C'est moi, à mon avis, c'est le meilleur pain
pour le déjeuner, bien sûr, mais samedi, après une grosse journée, ça prend un verre de vin. C'est nécessaire. Ah. Exactement. Donc, samedi, j'ai ma tranche de dragan avec mon verre de vin. Fait que ça, vous en faites encore chez vous? Oui, Ah. oui, oui. Qu'est-ce qui était le plus en demande que vous avez dû vous adapter à faire pour la clientèle d'ici, par exemple? Pain au raisin et pain au fromage. J'en faisais pas avant d'ouvrir la boulangerie. Et quand on a ouvert la boulangerie, première question quand les gens rentraient, c'était pain au fromage, pain au raisin. On n'en a ni un ni l'autre. On n'en avait ni l'un ni l'autre. On avait plein d'autres sortes. Donc, on a dû s'accommoder. On a fait vite des tests. Je pense, pain au fromage, on l'avait sorti 2 ou 3 semaines après l'ouverture. Donc, c'était vite. On a compris que pain au fromage, il faut. Qu'est-ce que vous aimez du rapport avec le public aussi? Parce que là, vous êtes l'artisane, mais aussi celle que les clients rencontrent quand ils viennent ici. Je vends ce que j'ai fait. Ouais. Je sais quoi recommander. C'est très souvent que les clients viennent me dire, écoute, on est 6 personnes, on va manger du filet mignon, après ça, tel fromage avec tel fromage. Qu'est-ce que tu peux me recommander? Ouais. Donc, la communication avec le client. C'est très, très important pour trouver le meilleur pain pour ton client. Donc, pour que ton client revienne. Parce que c'est pas n'importe quel pain que je veux vendre à n'importe qui. Vous venez de la Moldavie, oui. C'est ça? Roumanie? Oui. Est-ce qu'on retrouve vos saveurs, vos techniques là-dedans? Est-ce qu'il y a bien sûr de vous, mais à quel point on retrouve vos racines, votre origine, votre parcours aussi? Un seul pain qui est inspiré du pain que ma grand-mère faisait, c'est la miche 42. On a un pain qui s'appelle miche 42. C'est de la longue fermentation. Il passe 3-4 jours au frigo avant d'être cuit. C'est un pain très fort au goût. Il y a beaucoup de caractère. C'est robuste. C'est robuste, oui. Sinon, dans mon pays, il n'y avait pas beaucoup de choses très spéciales, mais on essaye d'amener un petit peu de partout. Par exemple, je fais du pumpernickel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pain très noir, fait à base de mélasse. OK. C'est quoi l'origine de ça? C'est les pays du Nord, Finlande, Norvège, au nord de l'Europe. Aussi, j'ai du pain carélien. C'est un pain qu'on fait en Carélie, donc en Russie. Un pain assez spécial. C'est un pain au chocolat et raisin. Ce qui est de spécial, c'est qu'une partie de la farine est cuite avant à l'eau bouillante. Ah. Ça donne une texture plus moelleuse, plus humide que du pain ordinaire. Donc, on essaie d'amener un petit peu de partout. Il y a aussi beaucoup de viennoiseries. Et elles sont bien placées. Elles sont bien placées à l'entrée. Exactement. Par exemple, j'essaie de promouvoir le cassis, qui est vraiment moins présent ici, à Québec, au Canada. Oui, c'est un petit fruit. Oui, un petit fruit avec un goût très spécial. Je le trouve magnifique. C'est parmi mes fruits préférés. Donc, je fais souvent des desserts, des éclairs au cassis, des confitures au cassis, des griottes, même chose. Ça, c'est les petites cerises de terre, hein? Non, c'est des cerises normales, mais ils sont plus noirs, puis ont le petit côté surette qui fait la cerise plus goûteuse qu'une cerise ordinaire. Ça permet de balancer un dessert qui va être très sucré avec cette petite acidité-là. Voilà. Donc, oui, j'essaie d'amener des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la pérennité de Miche 42 à court, moyen, long terme? C'est quoi votre rêve avec ça? La première chose que j'aimerais, pouvoir me payer un salaire et payer un salaire à mon conjoint pour qu'on soit à 2 ici. Comme ça, à 2, le travail va être plus facile, puis on serait capable d'élargir notre clientèle. Mais sinon, vous êtes heureuse? Je suis tellement bien ici que je n'ai pas trop d'aspiration. Je suis correcte.
Je suis correcte comme ça. Vous êtes sur votre X, en tout cas. Oui. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça sent tellement bon, ça, j'en reviendrai jamais. Voulez-vous une tranche de pain? Ben oui. Ah, je vais me sacrifier à ce qu'on ne ferait pas. Fromage? Tout chaud? Oui, fromage tout chaud. On va le goûter. Il vient de sortir et il va faire de la vapeur. Pour notre deuxième arrêt de la journée, je vous donne rendez-vous à Saint-Blaise-sur-Richelieu pour découvrir Terre à boire. C'est une ferme brassicole et microdistillerie. Je m'en vais rencontrer Jean-Michel qui va nous faire découvrir l'histoire de l'endroit et les spécialités. Puis on va même y goûter. Eh oui, c'est comme ça. Suivez-moi, c'est parti. Terre à boire, c'est une brasserie, c'est une ferme brassicole, c'est biologique. Ça a été quand même un gros changement de cap là, quand même pour la famille qui a ça depuis plusieurs générations. Peux-tu nous expliquer un peu là, comment ça s'est passé? À la base, c'est le grand-père qui a acheté les terres. Il a vendu la compagnie d'assurance aux enfants. Il a acheté le fonds de terre en 77. Et c'était de la grande culture. Donc, il y avait un bâtiment qui avait des animaux avant qui n'ont jamais utilisé pour les animaux. Et une brasserie, on ne peut pas avoir ça dans un environnement usagé. Donc, il a fallu construire un bâtiment neuf. Oui. Mais on a quand même gardé le cachet du vieux bâtiment. Donc, notre bar, les poutres qu'on utilise, c'est des poutres qui ont 200 ans, qui étaient déjà installées ici. Le vieux bois de grange a été récupéré aussi. Donc, ça a été quand même un gros casse-tête à faire là, pour pouvoir mettre toute cette grange-là en partie en brasserie. Oui, mais j'imagine, mais ça vaut la peine. Là. Je veux dire, le cachet est vraiment là, on se sent ailleurs. Là. Oui. Puis, à la suite de ça, il y a eu la relève, là, les enfants ont repris, puis là, c'est rendu les petits-enfants. Donc, Samuel, qui est le brasseur propriétaire, avait démontré son intérêt à reprendre la relève si c'était biologique. Et ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas avant 2012. Tout un procédé, ça, là. C'est pas du jour au lendemain. Non, ça prend quelques années, déjà, d'éliminer beaucoup de contaminants dans les sols et d'aller chercher les certificats. 2012, ça a été le travail de fin de bac à Jason, un des propriétaires, pour faire la conversion des sols aussi. Donc, ils ont utilisé toute l'aide possible là, pour faire le plus rapidement possible. 2018, ils ont gagné meilleure roche brassicole biologique de la région. Et l'entreprise agricole pensait déjà à regarder pour faire la transformation des matières premières qui poussaient ici. Fait que c'est ça du houblon. Oui, ça donc pousse c'est une de plante, même. ça pousse de même, ça va pousser en profondeur à la base. Et plus que le système racinaire est profond, plus qu'il est capable de pousser en hauteur. Il y a les cordes ici, puis au bout, il va être en mesure de replier, là, plus qu'il va vieillir. Fait que là, il en reste juste 3, mais j'imagine que vous en aviez pas mal plus que ça pendant la saison. Oui, on vient juste de les cueillir là, pour faire une harvest ale, donc OK. une bière avec du houblon frais. Fait que la petite poudre jaune, c'est Oui, quoi? la lupuline. De la Donc, lupuline. c'est ça qui apporte le côté amérisant, le côté qui va conserver la bière et les arômes aussi. Fait Donc, que là, tu peux y goûter. ça se mange comme ça? Oh, oui, c'est très frais. Ça goûte, ça goûte la pelouse. Ça goûte la pelouse. Dit comme ça, c'est vraiment... Ça me donne envie. Fait que je mange tout ça de même? Non, mais fais juste y goûter. Là. OK, je ne le mastique pas nécessairement. Non. Mettons que j'en mettrai pas à mon déjeuner. C'est amer, c'est résineux. C'est bon dans la bière. C'est Mais très bon, comme hein. ça, c'est à faire une fois dans la vie. Je l'ai faite. Vous êtes tous témoins. Merci de m'avoir fait vivre ça. Ça fait plaisir. C'est important de goûter les ingrédients frais comme ils Faut sont. pas dire qu'on n'aime pas quelque chose avant d'y goûter. Voilà. J'y ai goûté, j'aime pas ça. Le houblon va apporter et l'amertume et les saveurs. Plus que le houblon est chauffé, plus qu'il va perdre les saveurs, plus qu'il va monter en amertume. Donc, c'est pour ça qu'on a différents... Comme les IPA, par exemple, ça Oui. serait ça le processus. Oui, donc les IPA, une grosse IPA, on va avoir un gros ajout de houblon au début pour aller chercher l'amertume. Et si on regarde les New England IPA, c'est le côté un peu plus aromatique des houblons qu'on recherche. Donc, on va soit le mettre vers la fin de l'ébullition ou on va le mettre directement au fermenteur pour aller juste chercher les arômes. C'est pour ça que les New England sont très fragiles. C'est l'arôme qui est là, donc c'est un produit qui va être consommé plus frais. Là. T'as l'air vraiment passionné, hein? C'est le fun de la bière. Ouais. C'est un beau monde. C'est un beau monde, puis de le faire découvrir aussi de façon accessible, tu sais, parce Oui. que c'est un langage complètement différent, c'est une terminologie qui est pas nécessairement accessible à monsieur, madame, tout le monde, mais tu le verbalises vraiment bien. Mais à la base, la bière ou l'alcool, c'est une business de gens. Si on n'a pas les gens derrière, on va faire de la bière qui se consommera pas. Donc, faut aller chercher les gens à la base. Fait que là, où est-ce qu'on s'en va? On s'en va voir les installations de brassage.
C'est une passion, brasser de la bière. Justement, les propriétaires l'avaient en eux, l'ont encore. Qu'est-ce qu'ils ont développé comme produit? Au niveau bière, on a eu la chance d'avoir un aide brasseur qui nous a apporté un style avec du maïs. On est culture de maïs, culture de grains pour la bière. Donc, le maïs, on l'utilise généralement pour la distillerie. Il y a certains styles de bière qu'on peut utiliser le maïs. Donc, on est allé rechercher des styles de bière qui utilisent ça que les autres brasseries ont un peu Comme quoi, moins. par exemple? La Kentucky Common, qui est un style qui vient de l'État de Kentucky. Et cet État-là, c'est l'État du Bourbon. Donc, on s'entend qu'il y a beaucoup de maïs dans ces cultures-là. Fait que qu'est-ce qu'on retrouve dans cette cuve-là? Donc, cette bière qui est en fermentation, c'est une LS qui va être prête pour l'Oktoberfest. Donc, c'est une bière un petit peu amère, très sur le grain aussi. Là, moi, on m'avait dit que fallait pas faire de mousse quand on verse un verre, mais ça a l'air que c'est normal quand c'est directement de la cuve. Oh, quand il sort du fermenteur, la pression est tellement élevée qu'on aurait de la difficulté à... Ça prendrait trop de temps à faire un verre. Par exemple, au niveau du goût, elle va être prête quand, celle-là, techniquement? Comme dans 2 semaines? Il reste quelques temps. Il va juste rester l'éclaircissement à faire pour celle-là. Fait que le goût n'est pas changé. Le goût va changer parce qu'il y a quand même des matières en suspension. Donc, la semaine dernière était déjà beaucoup plus opaque. Elle a déjà commencé à changer de goût parce que toutes les arômes de l'amertume vont quand même se tempériser. Ils vont aller dans le fond, vont se déposer. Et on va avoir un produit plus clair, moins contaminé par les particules. Fait que là, on goûte à ça. C'est un peu comme un verre de lait. J'ai l'impression qu'on va avoir une moustache. J'ai déjà la T'en as moustache. déjà? Même pas moi. Mais je vais en avoir une après ceci. Cheers. Merci beaucoup. Puis elle s'est déjà tempérisée et calmée. Elle est même onctueuse. C'est la mousse. C'est la mousse. La Regarde. tenue de mousse. Mais c'est bon pareil. Et ça, c'était le verre à Stéphane. Il va falloir que j'en fasse un autre. Aussi, on a un lager mexicain, un peu comme Corona, mais version microbrasserie. Très intéressant, très doux, très smooth, très Rafraîchissant. rafraîchissant. Au niveau de bière aux petits fruits, on a des cultures d'aronia. Donc, l'aronie, c'est un petit fruit aborigène. C'est un fruit qu'on utilise là, dans les extrémités des champs pour faire nos coupes-vents entre les cultures traditionnelles et notre culture biologique. OK. On a 2 rangées de ça. Donc, la première rangée est déclassée biologique. La deuxième est bio. Donc, on peut l'utiliser là, dans nos bières. Fait que c'est un petit fruit très intéressant. Comparé à une sure aux framboises, la framboise qui a un sucre qui vient pogner dans le coin des joues. L'aronie, Oui, elle ça a... comme ça, là. Oui, donc l'aronie, elle n'a pas de sucre de base. Donc, ça va vraiment donner un petit côté sour, un peu comme les petits bonbons Jolly Rancher. OK. Fait qu'au niveau de produits, on réussit à prendre les produits de la terre. Au niveau de la distillerie, on a un petit gin forestier. Alors, il y a quelque chose d'assez impressionnant devant nous. Oui, c'est mon alambic. On a la chance d'avoir un alambic fait au Canada. Donc, c'est Pour la distillation. c'est pour distiller. Le processus est assez simple, là. Chaque hublot, c'est un palier. C'est à fractionnement. Donc, la température va monter dans mon alambic. Quand l'alcool va arriver à sa température d'ébullition, ça va monter en vapeur. Il va se condenser, il va redescendre dans la Premier première palier, colonne. ouais. Premier palier. Ça va chauffer encore, il va remonter. Donc, chaque palier, ça nous permet de fractionner et de savoir quel type d'alcool qui est en train de se condenser au bout. La distillerie, on a un petit gin forestier. Fait que sapin cèdre en aromate. Fait qu'on a la chance d'avoir des forêts sur les terres aussi. Donc, on va s'approvisionner là, avec ce que la nature nous offre. C'est vraiment dans votre cour arrière. Oui. Carrément. Oui, carrément. C'est là l'inspiration. Je pense que ça, c'est encore plus trippant quand quelqu'un vient dans une microbrasserie, par exemple, de se dire, ça vient vraiment d'ici. Tu sais, c'est ce qu'on goûte, c'est juste en arrière. Bien, de plus en plus, la traçabilité des ingrédients, elle devient importante pour les gens. Ici, on a vraiment la chance de regarder à l'extérieur des fenêtres et de se dire, bien, l'ingrédient vient d'ici. C'est 100 local. C'est 100 local et on vient qu'à avoir l'étiquette Origine Québec, qui est une belle initiative de la SAQ.
pour aller chercher là, des ingrédients québécois et des produits du terroir. Justement, les produits, est-ce qu'ils se retrouvent en sac ou c'est ici qu'il faut venir se les procurer? Les spiritueux sont disponibles en sac, donc on a une vodka et un gin qui sont disponibles. J'ai d'autres produits en développement qui vont possiblement être disponibles seulement ici. On a un raki qui est la version turque du pastis, donc un petit tanissé. C'est un produit qu'on a simplement à la ferme. On a une liqueur de sureau qui est en développement, qui va être disponible seulement sur place. Et pour qu'est-ce qui est des whiskies, pour avoir l'appellation whisky, c'est un 4 à 7 ans de vieillissement en baril. Fait que ça s'en vient pour un whisky. Ça s'en vient. Fait que là, on se retrouve dans un silo, mais il n'y a pas de grain. Il y a du grain, mais en format liquide. Ah ah! Donc, c'est un silo qu'on a réaffecté. On avait besoin d'espace pour notre chai. Et tout ce qui est bière en vieillissement en baril, des brassins spéciales, prenait la place. Donc, on avait besoin pour notre alcool d'un endroit où on peut le storer. Et l'alcool, avant que ça gèle, ça sera plus notre problème. Donc, on a décidé de le storer dans un silo réaffecté qu'on ne nous disait plus. Puis ça, quand vous faites des visites, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir... On peut faire des visites ici, là. Oui, on va être avec toi. Il y a 2 formats de visite. Un visite avec dégustation ou visite sans dégustation. On parle de groupes là, de 8 personnes et plus. Puis ça, c'est là qu'on est comme rendu, nous autres, dans la dégustation. On y va. C'est là qu'on est rendu. Yeah! On finit avec ta préférée. Oui, donc Kentucky Common, c'est celle que je parlais plus tôt. C'est une brune, un peu brune anglaise, avec la signature de l'État du Kentucky, qui est l'État du Bourbon. Donc 40% de maïs dans le grain bed qu'on appelle. Ça donne un côté onctueux, côté crémeux, sans avoir à pousser à l'azote. Donc le profil vraiment sur la céréale, très malté, un petit peu smoky, avec les grains qu'on utilise, va donner un petit côté là, fumé. Très faible et vraiment, c'est la céréale qui est à l'honneur dans cette bière-là. Une autre façon d'amener les gens quelque part, c'est avec de la nourriture. Oui. Vous en offrez, puis c'est des produits aussi du terroir. La semaine, quand on n'a pas de food truck, on va avoir de la pizza faite sur le feu de bois avec la farine faite avec notre grain. Les samedis, dimanches, on va pouvoir focusser sur la bière là, en ayant la chance d'avoir des food trucks invités. Bon ben, à la céréale qui est à l'honneur. Je pense que c'est elle ma préférée. Moi aussi. C'est vraiment très bon. Faut pas se laisser intimider par la couleur. C'est très, très doux. Très onctueux, crémeux. Il y a peut-être même un petit goût de caramel, là, je trouve. Là. Quand je suggère celle-là, je leur dis souvent de se fermer les yeux, justement, parce que la connotation négative aux bières brunes, mais au Québec, on ne brasse pas assez de brune. C'est très malté, très sur la céréale. Ça s'apparente un peu comme de la lager de maïs, mais avec un côté plus caramélisé. Délicieux. Belle découverte! Alors, c'est ce qui conclut en beauté cette émission de Zone Culture. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine.